Esprit libre ici. Et travailler avec Qaïs Jilali. Merci encore une fois. Encore comme un phare en pleine nuit, sa lumière vous conduit sur notre plateau. Je le rappelle encore une fois. Question-réaction, cultureclub@entv.dz. Qaïs Jilali, lettre des profondeurs. C'est le titre de votre dernier article, Amziane Farhani. Rebonsoir. Bonsoir. Vous disiez, je vous cite, Amziane Farhani. La disparition d'un frère peut-elle vous faire sentir orphelin? Oui, quand il incarne tant de valeurs liées à l'élévation de soi. Et jusqu'à la fin de l'article, que j'ai eu du plaisir à lire et à parcourir à plusieurs reprises, je pense que nous sommes dans plusieurs réflexions. Une réflexion spirituelle, mais j'ai aussi l'impression, c'est aussi une approche très soufie le concernant. Quand vous parlez de l'être des profondeurs et son rapport au silence. Oui, bon, je l'explique à la fin. Parce que je signale que, entre autres de tout ce qu'il a été,
parce qu'il a été photographe, ce qui était son métier principal, son cœur de métier, comme on dit, mais il a été aussi, il a touché à la mise en page, et quand je dis à l'impression, à beaucoup de domaines, et quand je dis toucher, c'est pas de manière, comment dire, superficielle ou malencontreuse, mais vraiment avec un talent et un investissement personnel énorme. Mais il y a une activité qui n'est pas ressortie dans les hommages qu'on lui a fait, c'est que c'était un plongeur émérite. Ouais. Tout à fait. D'ailleurs, il est diplômé à un niveau. Oui, je crois que troisième degré. Ouais. c'est le 3e degré dans la plongée sous-marine. Et j'adorais parler avec lui de ça, parce que c'est un monde qui le fascinait. Et comme je sais aussi qu'il s'est intéressé, comme tout le monde, j'allais dire, mais sans faire une démarche, disons, spirituelle ou se chercher un chemin mystique, pas du tout, mais très intéressé par la chose soufie. Et moi, quand il me parlait des profondeurs marines et de sa passion pour les décors, pour les situations, pour le silence. Il serait presque en dialogue avec Himoud Brahimi, Momo. J'allais le faire, ouais. Ce que vous dites là, j'allais l'écrire, mais je me suis dit, on ne fait pas un hommage avec un contre-hommage et tout, donc j'ai laissé cette porte ouverte à la fin pour dire que c'était quelqu'un qui, en toute chose, que ce soit son travail, ses relations humaines, professionnelles, familiale, amicale, il était toujours dans la profondeur. On le sentait. C'était la force tranquille, Qaïs Djilali. Si on a eu du plaisir à le recevoir à plusieurs reprises. C'est une main de fer dans un gant de velours. Si, là, ça peut vous convenir. Oui, en tout Parce cas. que la main de fer, non, c'est pas. Ça peut jurer avec le personnage. En tout cas, vous n'avez pas été tendre avec les cultivateurs du vide. Et on en connaît un bout, justement, à Mziane Farhani. Quand vous écrivez dans cet article « Lettre des profondeurs », je vous cite, « J'imagine que son QI devait être particulièrement élevé et j'ai pu découvrir que, par égard pour les ignorants, ou pire, de pseudo-savants, espèces prolifères en notre société, il prenait la peine de ne pas trop s'étaler pour ne pas les heurter. » Ouais. Parce que c'était quelqu'un de très curieux et qui lisait beaucoup, qui avait une capacité d'absorption, mais alors phénoménale de savoir ou de savoir-faire. Et il n'hésitait pas à interroger quelqu'un quand il ne savait pas. Il avait le courage et l'honnêteté, ce qui est rare chez nous, de dire « je ne sais pas, explique-moi ». Et il s'intéressait à tout. Moi, je l'ai vu lire des livres de chimie, des trucs comme ça, vraiment une curiosité à 360 degrés. Aucune limite à ces curiosités. Une curiosité. Moi, il me rappelait, quand j'étais adolescent, préadolescent, et que je voulais lire le monde entier. Et lui, il est resté comme ça, à vouloir lire, à acquérir des choses. Et donc, il avait souvent des connaissances sur des domaines, comment dire, qu'on n'aurait pas soupçonné chez lui. Et donc, il pouvait se retrouver dans des soirées ou des discussions où certaines personnes, disons, racontaient un peu n'importe quoi. Et quand on partait de là-bas ou quand il partait, quand la personne concernée partait, il me disait, mais il raconte n'importe quoi. Je lui dis, mais c'est son métier. Il me dit, oui, mais j'ai appris que ceci et cela. Et vraiment, c'était quelqu'un qui a la curiosité et l'humilité. Voilà. Et l'humilité, et la qualité de ne pas être dans l'adversité. Il ne pas contrarier les gens, même s'ils ne sont pas, ce qu'ils ne disent pas est toujours vrai. Avec élégance. Qu'avec élégance, il se retire, voilà, là, c'est une qualité extraordinaire.
Eh bien, justement, nous allons le prouver à nos téléspectateurs. L'être des profondeurs, nous le recevions à plusieurs reprises. Et là, c'était juste un petit passage d'une émission que nous avons eu à enregistrer le 2 juillet de 2017, lorsqu'on parlait donc justement de sauvegarde de ce patrimoine qui se meurt. Regardez. Ce soir, Kaïs Gilali, on avait parlé de vous hein, en tant que photographe, mais également celui qui a réalisé des livres et pas des moindres. On parlait de Raconte-moi Alger, c'est un autre ouvrage sur lequel nous reviendrons. Mais La nuit sur la figure, Vivre la terre Chaoui, Alger sous le ciel. De quelle façon est-ce que vous percevez aujourd'hui ce patrimoine, vous qui n'arrêtez jamais de voyager dans cette Algérie profonde? Écoutez, j'ai peut-être de plus en plus tendance à avoir un regard un peu critique hein, par rapport un peu à l'état des lieux. En même temps, je vois bien que partout à l'intérieur du pays, même dans des petits villages et tout, des jeunes commencent à s'y intéresser. Il semblerait que éventuellement l'aspect économique peut être motivant, parce qu'il se trouve que c'est peut-être un départ, c'est peut-être le reste arrivera ensuite, mais en tout cas il y a des jeunes qui sentent un peu le potentiel économique dans le tourisme par exemple, même si c'est un tourisme national et tout, et qui commencent à vraiment se dire qu'on a tout intérêt à préserver, et même si la motivation première est peut-être économique, hein, comme je vois par exemple dans des petits rsal comme le rsal de Tarid, je vois il y a quelques jeunes qui ont pu récupérer des maisons familiales, qui sont partis voir des artisans d'une autre génération pour leur réapprendre à construire de cette manière ou à restaurer. Ils en font une petite boutique ou un gîte ou un... Donc voilà, ça serait peut-être un point de départ, mais bon, en même temps, je suis souvent très attristé de voir l'état des lieux. Oui, donc du nord au sud, de l'est à l'ouest, entre autres, vous avez travaillé, je le rappelle encore une fois, avec Asdine Guerfi. Que ce soit des villages ou des villes comme Constantine, par exemple, où j'ai pas mal été ces derniers temps. C'est voilà, ou la Casbah d'Alger, elle revient encore au débat. Voilà, la Casbah d'Alger, je dis, si un Algérois n'a pas pleuré depuis longtemps et qu'il a envie de le faire, eh bien, il va à la Casbah d'Alger. Votre approche, votre réalisation photographique, elle est, j'imagine, plurielle, une façon d'immortaliser certains sites qui se meurent, hein, qui tombent à chaque minute, mais une façon également d'éveiller les consciences, de dire voici un patrimoine qui aujourd'hui risque de disparaître d'un moment à l'autre. Oui, j'essaie d'avoir, même au départ, quand on est jeune, on est très attiré par l'aspect un peu esthétique, historique et tout. Maintenant, j'ai peut-être un peu plus tendance à essayer d'avoir un regard un peu critique là-dessus et d'essayer de faire tirer la sonnette d'alarme, parce qu'effectivement ça fait des années qu'on tient à peu près le même discours par rapport à ça. Vous ne l'avez jamais magnifié ce patrimoine, hein, tout au contraire, vous le montrez dans sa splendeur et sa laideur en même temps. Dans vos photos, dans pratiquement tous les ouvrages que vous nous avez offerts depuis de longues années. Oui, j'essaye d'avoir un regard un peu équilibré. J'ai pas envie de faire que dans le mensonge. Si je dois aller photographier une ville comme Constantine et qu'on me dit voilà, il faut montrer ce qui est beau à Constantine, or c'est pratiquement impossible. Je veux dire, on va pas se mentir. Après, du point de vue photographique, il y a des choses qui peuvent être très intéressantes, même si du point de vue urbanisme et esthétique, ça laisse à désirer. Mais à ce moment-là, c'est autre chose, quoi. Ça reste de la photographie qui peut. D'ailleurs, j'essaie de commencer un travail un peu sur ce qui est aberrant, ce qui est très étonnant, ce qui va à l'encontre de toutes les règles de l'urbanisme. Et du point de vue photographique, ça peut être très intéressant. Du point de vue graphique ou mais ça montre aussi... Est-ce que vous êtes réellement aujourd'hui conscient que vous êtes l'un des gardiens de cette mémoire photographique ?
On devrait être tous gardiens de cette mémoire. Vous avez travaillé avec Asdin Oui, je Gerfi, sens parce qu'effectivement, il y a des lieux que j'ai photographiés il y a 8 ans ou 9 ans ou 10 ans. Je reviens et je me dis, heureusement que j'ai pris des photos à cette époque-là parce que c'est plus pareil. Parlez-moi de cette expérience qui vous a conduit sur les terres Chaoui, je le rappelle encore une fois, avec Asdin Gerfi, des éditions Chehab, qui sera très bientôt avec nous pour le dernier numéro de la saison, où vous avez offert des appareils photographiques jetables aux enfants pour justement approcher le patrimoine d'une façon très différente, une expérience qui a été très bénéfique. Très Surtout intéressante. Il y a eu des expositions, que ce soit ici en Algérie. Il s'agissait vraiment d'enfants de 10 à 14 ans. Tout à fait, ouais. On a distribué des centaines et des centaines d'appareils photo jetables. On leur a demandé de photographier leur patrimoine, que ce soit architectural ou les costumes ou la musique. Et ce qui est intéressant, c'est que ces enfants-là ont eu accès à des scènes auxquelles moi-même, il m'aurait fallu beaucoup de temps. Parce que bon, un enfant, il va photographier sa grand-mère, il va photographier son voisin. Et il y a eu un très grand engouement. On a eu des choses très intéressantes. On a reçu des milliers de Qu'est-ce qui vous a le plus parlé dans les réalisations photographiques de ces enfants vis-à-vis de leur patrimoine et de leur mémoire? Il y a eu de tout. Il y a des enfants qui ont fait du paysage, des enfants qui ont fait les tenues vestimentaires, les instruments, l'artisanat, les métiers. C'était vraiment très varié comme un regard très varié. Hein. Ouais, le patrimoine entre passé, présent et futur, il en est question ce soir. Merci. Réaction. De nous retrouver encore une fois, juste un petit passage en hommage, bien sûr, je vous le disais, à ce chasseur d'images, Qais Djilali, qui nous a quittés il y a seulement quelques semaines. C'est vrai que son rapport au patrimoine, il est presquement viscéral. Hein. On n'oubliera jamais la réalisation, du moins l'exposition qu'il avait menée avec Yasmine Terki, la directrice de Capter, lors de l'organisation du 2e festival panafricain. C'était entièrement consacré aux architectures de terre. Mais justement, quel est votre regard aujourd'hui, justement, Mziane Farhani, sur tout ce qu'il a eu à produire comme image de tous ces ouvrages, sur lesquels nous reviendrons dans une poignée de secondes? Mon regard, c'est que c'est un trésor. Il a constitué un immense trésor. Vous parlez de trésor visuel. Hein. Oui, visuel et aussi, j'allais dire, presque identitaire. C'est une partie de l'ADN visuel de l'Algérie. Et ce qu'on connaît, c'est-à-dire ce qui est essentiellement là, bien qu'il manque plusieurs ouvrages auxquels il a participé, ça pourrait faire c'est l'histoire de toute une vie. Ça pourrait faire des piles d'ouvrages. Je pense que ceux-ci sont les plus connus. Mais en fait, tout ce travail, c'était comment dire, la partie émergée de l'iceberg. Parce qu'en dessous, pour faire un livre comme Les Aurès ou Alger par le ciel, je veux dire, c'est sous le ciel, pardon. Pour une photo, il y en a 30, 40, 50 derrière. Surtout qu'il était très méticuleux, perfectionniste. Donc c'est énorme ce qu'il y a chez lui comme ouvrage, et j'espère que cette collection sera préservée, mise en valeur à sa mémoire, mais aussi pour le plus grand bénéfice de tous les Algériens et les Algériennes. Voilà. Et vous l'écrivez, Mziane Farhani, plongeur de haut niveau, Qais Djilali aimait les profondeurs marines, vous le disiez en début d'émission. Dans son œuvre comme dans sa vie, tout ce qu'il a entrepris entre le 2 décembre 1961, qui le vit naître, et ce triste 14 juin 2020, semble inspiré par cette activité aquatique aux allures de démarche soufie. Félicité de la contemplation, allégresse de la sérénité, découverte de l'invisible, recherche de la vérité, accomplissement
de soi, l'être des profondeurs. Bonsoir Salma Hallel. Bonsoir. Vous vous retrouvez dans tout ce qui a été dit depuis le début de l'émission et à travers justement le témoignage de Maziane Farhani, son intervention qu'on a eu à partager il y a seulement quelques minutes avec nos téléspectateurs. Et ma question c'est, je pense encore une fois si je me trompe, vous me rectifiez, on a eu du plaisir à le recevoir pour tous ces ouvrages qu'on a présentés depuis le début de l'émission, mais à mon sens, l'œuvre la plus intime et la plus humaine reste La nuit sur la figure, sur notre regard sur l'autre. Il nous a donné à voir, à nous mettre à nu pratiquement sur notre rejet, notre regard, pour ne pas dire notre racisme parfois. Oui, oui. Alors voilà, il y aurait des tas de choses à dire. Merci d'avoir aussi autorisé la rediffusion de cette. C'est assez troublant, hein, quand même, de voir surgir ce visage. Ce garçon si beau. En effet, c'est probablement son ouvrage le plus intime. Et ce que je retiens aussi dans l'intervention que vous avez rediffusée, c'est que précisément, peut-être Raïs, c'est quelqu'un qui on parle de sa modestie, de son humilité. C'est quelqu'un qui peut-être n'avait pas d'ego d'artiste. Peut-être pas suffisamment à mon avis, et que une des problématiques, c'est que justement il s'est voué corps et âme au projet des autres, pas du tout dans une démarche sacrificielle, parce que je pense que ça l'intéressait fondamentalement, donc il a prêté son regard comme ça, mais que peut-être ça a un petit peu mis sous le boisseau des projets personnels dont je crois savoir. Alors je pense que Avdine Guerfi est peut-être plus au fait de ça, mais je sais qu'il en nourrissait quelques-uns. Et qu'il a peut-être qu'il les a gardés au fond de lui en se disant mais plus tard, peut-être parce qu'il était mu par aussi tout bêtement des considérations économiques, c'est qu'il devait vivre, hein, tout simplement, donc il devait aussi répondre à des commandes, l'alimentaire. Mais donc c'est aussi ça, cette espèce de tiraillement qui peut-être ne s'est pas fait dans la souffrance, hein, je pense que c'était plutôt paisiblement vécu, mais cette idée que moi je sais qu'il y a des moments j'ai pu regretter qu'il ne revendique pas, qu'il ne fasse pas un peu gonfler cet ego d'artiste qui peut-être lui aurait permis de réaliser des ouvrages plus personnels, enfin plus nombreux en tout cas. Et je crois savoir que par exemple, vous remarquez dans l'intervention, il dit « j'ai un petit projet sur les choses un peu décalées, les choses extravagantes, un peu bizarres ». Et je ne peux pas m'empêcher de me dire « mais que n'as-tu été jusqu'au bout ?» Tu nous prives de quelque chose qui aurait été une réalisation supplémentaire et peut-être plus personnelle. Mais voilà, c'est comme ça. Et c'est Raïs, il n'y a ni à le regretter, ni à... Parce que s'il n'avait pas été... Toujours sur un projet, toujours et s'il n'avait pas été là, en effet, il n'y aurait pas eu ce fonds documentaire. L'un des drames de ce pays, me semble-t-il, c'est que nous manquons d'accumulation. On fait les choses... Ça disparaît, on organise des festivals qui disparaissent, on ne sédimente pas, on n'accumule pas. Et il me semble que là, Raïs fait un pied de nez à cette espèce de tropisme du pays et il nous démontre que non, bah lui, il a constitué ce réservoir et à charge pour nous, éditeurs, mais pas seulement, à charge pour nous de voir comment, à un moment donné, exhumer ces photos, les rendre visibles. Voilà, il a capitalisé quelque chose d'absolument monstrueux. Et ce n'est pas que le patrimoine, c'est aussi les fameux festivals de musique. Il ne reste plus grand-chose de ces festivals. Il reste en revanche les photos de Raïs. C'est les photos d'écrivains algériens qu'il a fait à l'initiative de... Et ils sont tellement nombreux, lors du fait livre. Mais c'est immense. C'est immense. Enfin, c'est toujours en plus dans la question qui est que nous ne produisons pas. Nous déplorons les images qui sont réalisées par les pays étrangers sur nous-mêmes. Mais à nous de produire notre image, à nous de fabriquer cette production-là. Donc, Raïs y a contribué. Oui, c'est lui qui propose de magnifiques portraits de nos auteurs algériens. On n'attend pas que des photographes étrangers viennent prendre des photos. Il a constitué cette réponse. Donc c'est très bien. Enfin, voilà, il me semble que c'est ce genre de démarche. Et alors, ce qui est très intéressant aussi dans son intervention, c'est qu'il ne revendique pas
Vous avez vu, il est très prudent, il n'est pas dans un discours militant, il veut s'y faire pas, il n'est pas agité. Vous sentez que s'il y a engagement, c'est un engagement à bas bruit, dans la constance, dans la discrétion, mais dans l'engagement. Il vous dit j'ai progressé. Avant, je m'appliquais à montrer uniquement les côtés plutôt, enfin, qui puissent faire l'éloge du patrimoine. Là, on sentait qu'il était traversé par des tourments intérieurs et on sent l'intégrité du personnage. On sent qu'il ne veut pas faire de concessions aux politiques. Quand bien même ces photos auraient pu risquer de gêner le politique, on le voit bien par exemple dans Alger sous le ciel, on en avait parlé. Les photos de la Casbah vue du ciel, elles sont... Il y a eu un discours sans concession à ce sujet dans l'intervention que vous avez. Elles sont à pleurer. On voit des trous, littéralement, on voit les trous des maisons effondrées. On sentait qu'il était tiraillé, mais il ne voulait pas faire de concession. Donc, intégrité du personnage. Non, on est dans une forme d'éthique, et c'était une éthique de vie, je pense, qui ne s'appliquait pas qu'au travail. Mais également cette pudeur, lorsqu'il nous a donné à voir le portrait de ces migrants dans son ouvrage, son partage. Du coup, je me suis un peu détournée. Non, non, il y a absolument aucun souci. Il est important de mentionner cet ouvrage qui n'a pu être fait, et je le signale, qui n'a pu être fait que grâce au soutien de l'ONG Le CHISP et à l'initiative notamment de Evelyne Chevalier, qui est une personne qui nous a, nous en particulier, Barzakh, nous a fait et toujours confiance, il nous a confié quantité de choses. Et c'était, oui, il a été dans le sud, dans le sud algérien, il a pris ses photos, de migrants sud-sahariens. Il adorait le sud. Hein. Je pense qu'il adorait, je pense qu'il n'aimait rien de mieux que de sillonner le pays. En fait, je pense qu'il y avait le Sahara. C'était arpenter le pays et le sillonner. Et donc oui, la nuit sur la figure, et Améziane le dit bien dans son article, qu'est-ce qu'il a fallu de délicatesse et de discrétion et d'humanité pour ce qu'il a fallu de délicatesse et d'humanité pour arriver à obtenir de ces migrants en général traqués, en général aux abois, à l'affût, pour qu'ils acceptent de se laisser photographier. Est-ce que vous imaginez ce qu'il a dû déployer comme humanité et la confiance qu'il a réussi à obtenir et donc on ne donne pas sa confiance comme ça. Vous voyez bien la photo de couverture, c'est un homme qui se livre à ras de la lumière, à ras de la photo. C'est Qaïs qui a pu l'obtenir et je pense que personne d'autre n'aurait pu l'obtenir. Et le titre est à lui seul, raconte un peu le parcours de ces migrants subsahariens. Oui, à l'époque. Un livre toujours d'actualité aujourd'hui. On avait pu obtenir de Yasmina Khadra qu'il fasse un très beau texte, en effet. Mais pour revenir à l'aventure de ce livre et pour revenir à l'aspect évoqué par Améziane Farhani et qui sera aussi développé par M. Zebar et M. Gerfi, c'est cette connaissance intime qu'il avait de toute la chaîne, de tous les maillons de la chaîne de fabrication du livre. Et donc ce livre, nous l'avons fait de bout en bout avec lui. Il a évidemment sélectionné les photos, il les a traitées, etc. Et ensuite, nous avons fabriqué le livre ensemble. C'était à l'imprimerie Nakhla. Je me souviens de va-et-vient dans la poussière de la zone, la Achour, où il y a l'imprimerie Nakhla, la poussière qui se soulève pour accéder à l'usine, à l'imprimerie de Nakhla. Et les heures de négociation, il n'y avait pas le bon papier, parce que Qaïs, c'était ça. Qaïs, il vous parlait, il vous disait donnez-moi le grain, donnez-moi le papier et il était presque comme un musicien. Il se mettait, il écoutait comme ça. Ouais. Il touchait, c'est la fameuse main du papier. Il a si bien résumé également Améziane Farhani dans son article. Et hélas, nous avons un choix de papier fort réduit. Monsieur Gerfi ne me contredira pas. Et il me disait mais non, tu comprends, ce papier, non, c'est pas possible parce que il n'absorbe pas assez bien l'encre et donc ça va faire une espèce de reflet brillant, de mauvais goût. Sa connaissance de chaque poste technique pour la réalisation d'un ouvrage était phénoménale. On va le dire et le redire, on a tous appris avec lui. Moi, en tant qu'éditrice, Ammar Bourras en tant que photographe, puisqu'il nous a aidés pour le livre chronique 1990-1995, les graphistes et les imprimeurs, quand ils voulaient bien,
se mettre dans une posture apprenante, ce qui est très rare. Parce qu'il était là et il pouvait en effet leur damer le pion dans une grande élégance, jamais dans un rapport de force. Comment dire, presque, comme l'a dit Hasdin, presque gêné de mettre en difficulté quelqu'un qui connaîtrait moins bien que lui, en fait. Donc, en fait, il transmettait, il corrigeait, mais l'air de rien. Parce qu'en fait, je crois qu'il n'avait... ce qui l'inquiétait plus, c'était de heurter la sensibilité de l'autre. Il ne voulait pas heurter la sensibilité de l'autre, donc du coup, il prenait des tours et des détours pour transmettre la chose, mais l'air de rien, et l'air de dire, mais non, c'est pas ton ego que je veux blesser, je veux juste qu'on fasse le mieux. C'est tout, c'est tout, Qaïs Djilali, vous l'avez si bien bon, enfin, en même temps, voilà, c'est compliqué, parce que je me dis que c'est vraiment quelqu'un... C'est très bizarre pour moi, il fait partie de mon paysage intime, mon paysage affectif, intime, de manière sûre et certaine. Il est dans le cœur de mon cœur. Et en même temps, peut-être que je suis celle qui au fond, le connaît le moins. Donc c'est très bizarre, il m'est très familier, très proche, et c'est un inconnu. Parce que je pense que par ailleurs, il était insaisissable et un peu évanescent. Il laissait pas beaucoup de prise, en fait. Voilà. Mais désormais, il fait partie de notre mémoire collective, Salma Hallal. Oui, et pour moi, c'est aussi un souvenir, vous avez trouvé ça un peu étrange, mais pour moi, c'est un souvenir olfactif. C'est quelqu'un qui, vous l'avez vu, il est toujours très élégant. C'est quelqu'un qui était soucieux de sa mise sans être un dandy coquet. Enfin, c'était très bizarre, très élégant, très sobre. Et il avait toujours des parfums. Je me souviens quand il rentrait dans le bureau, et c'était d'abord une sensation, il sentait toujours très bon, je sais pas. Il avait des parfums, et je l'interrogeais toujours, et je lui disais mais comment... Et c'était des parfums dont je peux vous dire très exactement qu'ils étaient à la fois, et ça je l'ai lu hier dans un livre sur autre chose, qu'ils étaient fauves et délicats. C'était voilà, et pour moi c'est aussi ça, c'était quelqu'un qui sentait très bon, il avait une espèce d'aura comme ça. Et je le disais au sommaire de l'émission, à mon sens, encore une fois, et ça n'engage que le grand curieux que je suis, son ouvrage le plus intime reste La nuit sur la figure, des portraits de migrants, avec des photos de Qaïs Djilali, des textes de Yasmine Khadra, que nous avions reçus ici même lors de la parution de ce livre. Yasmine Khadra écrit « Ils ont la nuit sur la figure et le blanc des insomnies plein les yeux, et ils semblent incarner toutes les misères du monde. Ils ne rêvent que de soleil jusqu'à dans les cœurs des ténèbres. Ils ont compris l'étroitesse et dans les esprits et non dans les cœurs. Que savent-ils des morts tragiques au large des mers démontées, des radeaux de méduses disparaissant dans la brume, des survies misérables en pays de cocagne, des galères au noir, des sommeils angoissés dans des pioles puantes, des statues de pestiférés, des fuites jalonnées de regards haineux, des mots blessants et des diatribes racistes. » Ça, je vous le conseille vivement si vous en trouvez encore chez les bons libraires. Vous voulez rajouter quelque chose à Mzia Farhani ? Très rapide. Selma, à juste titre, a parlé du fait que Qaïs Djilali a travaillé énormément pour le patrimoine et énormément pour l'édition sur le patrimoine. Mais je suis sûr que quand on s'intéressera à ce qu'il a laissé, on va faire des découvertes. Moi, je connais pas mal de thèmes qu'il a traités chemin faisant, c'est-à-dire en allant vers les Aurès, en allant vers les trucs. Un jour, par exemple, il m'a appelé, plutôt c'est moi qui lui avais appris, et il m'a dit on va prendre les photos. Je lui ai dit, tu sais qu'ils sont en train de... J'étais sur la colline, au ravin de la Femme sauvage, du côté des sources. Et je voyais la destruction des bars de la cité d'Yal Shams. C'était un spectacle incroyable. En plus, ces bars-là, elles font partie, même de manière négative, mais elles font partie de l'histoire de l'Algérie et d'Alger. C'est le plan de Constantine, c'est le parquet, la main-d'œuvre algérienne dans des cubes atroces. Et ça a donné ce que ça a donné, mais... Et je lui dis, il m'a dit, tu es là-bas? Je lui dis oui. Il me dit, j'arrive. Et je l'ai accompagné, on a pris en photo cette destruction de loin. Après, on s'est rapproché dans le quartier. On a pu, avec une seule voiture, on est parti. On a pris tout ça, des gens qui regardaient
leur vie qui... Ça c'est paru nulle part. Oui, Ni dans la presse, ni dans un beau livre, ni... Et donc je dis... chemin faisant, c'est très juste. Oui, et là, il a fait aussi du personnel. Et encore, même, je le dis, quand il fait du travail de commande, d'ailleurs je fais une comparaison un peu peut-être surfaite ou audacieuse avec Nazim Hikmet, le poète turc, qui à un moment il ne pouvait plus travailler nulle part. Il s'est retrouvé à faire les sous-titres de films étrangers en turc. Et il s'arrangeait pour faire passer des messages qui n'étaient pas prévus dans... Et lui, je l'ai vu par exemple avec des commandes publicitaires et tout, des reportages d'entreprises, apporter autre chose. Un regard qui est... Il était propre, oui, bien sûr. Oui. Voilà, c'est ce que je veux dire. Oui, oui. Salma Hallal, donc on va revenir avec vous très brièvement avant de donner la parole et à Azdin Gerfi et Azdin Zba. N'oubliez pas vos questions et vos réactions pour ce dernier tour d'horizon culturel, cultureclub@untv.dz. Vous vouliez lire un passage de cet ouvrage, Alger, je le rappelle, Sous le soleil, avec l'étroite collaboration Sous le ciel, pardon, que dis-je. Oui, comment dire, un poignard dans le soleil, c'est comme ça que disait un grand poète. Alger sous le ciel, je le rappelle, avec des textes de Nina Bouraoui et de Amal Kaloula. Juste peut-être dire aussi, puisque j'ai apporté la pochette de la... C'est aussi ça. L'album qui révolutionna le rail. Kais Djilali, dans sa grande modestie, et donc prêtant son œil, prêtant son regard à différents projets, c'est quelqu'un qui n'hésitait pas, dans sa grande modestie, à accepter des travaux aussi, comment dire, aussi simples et élémentaires que prendre en photo, par exemple, pour le livre Une nation en exil, ou de Quraishi avec les poèmes de Darwish. Il a accepté, lui, de prendre en photo tous les tableaux de Quraishi, et c'était dans une forme d'invisibilité totale, en fait. Voilà. Et donc vraiment cette espèce de vaste registre en fait d'intervention, parfois dans la grande discrétion, et cette espèce de rappel, c'est Sid Ahmed Semian qui nous a offert cette pochette de disque, et quand même c'est Kais qui a fait cette photo juste extraordinaire en fait de l'album Kouché. En fait, regardez, c'est une composition extraordinaire, Cheb Khaled et Safi Boutella. Cette photo, elle est d'une modernité criante. Et Kais pouvait parler longtemps de la manière... C'était du succès à l'époque. Ça avait été un succès européen et... Le noir et blanc, extraordinaire. Enfin, regardez l'éclairage. Ça ressemble à... C'est une photo de film noir. De Fritz Lang, quoi. Enfin, je sais pas, mais donc... voilà. Vous me permettez par la même occasion aussi de rendre hommage à un autre photographe qui nous a quittés, qui fait partie de la même génération. C'est Nasser Mechkan, bien sûr. Un profil peut-être un peu similaire en vérité, même s'il a été moins prolifique. Juste un petit passage de Alger sous le ciel. Très court de Nina Bouraoui, justement sur cette photo, en fait, splendide. Je ne sais pas si on la voit. C'est celle qui est à la page 117, 116-117, qui avait inspiré Nina Bouraoui, qui nous avait fait alors 117. Non, c'est celle-ci. Attendez, je vais après la coupole, justement. Voilà. Je vais la retrouver. La voilà. Voilà. Et elle écrit: tout se tient. C'est un équilibre fou, un tableau parfait qui n'a pas besoin de perspective. Ses rêves sont à l'intérieur de lui, comme s'il était vivant et qu'il pensait, sentait. Ce corps fait corps avec le mien. Je viens du sel et de la pierre. Je viens des vagues qui s'écrasent contre les récifs. Je viens du bleu du ciel et de la chaleur des routes. Et il est facile d'entendre le vent sur l'eau, le moteur des voitures, puis encore le vent dans les arbres, dans des roseaux sauvages qui n'apparaissent pas sur la photographie et qui restent le chant premier de mon enfance. C'est une photo de Kais Djilali qui a inspiré Nina Bouraoui. Un texte aussi fulgurant. Alors, merci. Pour la pochette du disque, je vous conseille de lire le papier de Nordine Boutella, magnifique. Son frère. Exactement. Justement, il raconte parce qu'il a travaillé avec lui. Dans quelles conditions cette photo a été prise? L'histoire, cette photo, oui. Voilà, travaillé avec très bien. Donc, avec Nordine, oui. Non, il est magnifique, le papier est magnifique. Exactement. Azdin Gerfi, bonsoir. Bonsoir, Karim. Merci d'être avec nous encore une fois ce soir. Directeur, je le rappelle encore une fois, de Chihab Éditions. 30 ans et l'aventure, la grande aventure continue. Vous avez eu à travailler à plusieurs reprises
reprise depuis de longues années avec Qais Jilali. J'ai retrouvé d'abord de très beaux ouvrages. Aurès, Vivre la terre chaouie, Constantine, Mémoire, Patrimoine et Passion. Vous avez également eu à dialoguer avec lui pour la réalisation des portraits de vos auteurs lors du festival, donc le FELIV, le Festival international de livres jeunesse. Voilà. Et puis le patrimoine, c'est vous-même qui l'avez presque happé à venir vous suivre du côté de Betna, Betna sauvage. Regardez, ma rencontre avec Qais, c'était en 2006. On avait un projet et je cherchais un photographe. Alors là, c'est pour l'histoire. Et un ami commun, qui est Karim Chir, qui me dit j'ai quelqu'un qui peut être très intéressant. Je lui dis qui? Il me dit Qais Jilali. Je l'appelle, il me dit d'accord, j'arrive. 10 minutes, on a discuté 10 minutes, il m'a dit où? J'ai dit les Aurès. Comment ça va travailler? Je lui dis voilà comment ça va se faire. Je lui dis ok, je pars avec qui? Je lui dis tel. J'ai désigné, je ne vais pas citer, un chef de projet dans les Aurès, à Batna. Et au bout de 3 jours, il m'appelle, il me dit c'est bon, je rentre. Je lui dis quoi? Il me dit j'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Je prends ma voiture et je pars à Batna. Il me dit quoi? Il m'a dit je suis parti avec ce monsieur, on a fait 1, 2, 3 vallées, et il a dit qu'on a terminé les Aurès. Les Aurès, c'est pas ça pour moi. Je dis quoi? On va terminer? Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis devenu chef de projet de ce projet et je suis resté avec lui 2 ans et demi. Pour vous dire que le gars a besoin de temps, de l'espace, de lumière, de voir les choses, de comprendre les choses, de côtoyer les gens pour faire un portrait. Je lui dis, voilà, on va faire un portrait, par exemple, de Sisben, par exemple, qui était un ancien moujahid, armurier, qui réparait les armes des anciens moujahidines. Pour Qais, il faut une journée discuter avec lui pour prendre son portrait, pour faire sortir ce que représente ce personnage qui est, pour lui, qui est patrimoine, mais c'est extraordinaire. Et là, j'ai compris sa responsabilité pour nous donner une photo. C'était terrible. Et là, je suis rentré dans le jeu et on est resté ensemble 2 ans et demi à parcourir les Aurès. On a fait 4500 kilomètres. On a fait plus de 8000 photos. D'accord? C'est extraordinaire. Et là, on a commencé à avoir des photos, à visionner. Et comme j'ai dit à mon ami tout à l'heure, que toutes les photos étaient au format RAW. Ça veut dire quoi? Au format brut. Il fallait qu'il traite photo par photo. Vous imaginez qu'est-ce que c'est comme boulot? Un travail phénoménal. Un travail phénoménal. Et là, pour faire sortir ces photos, et quand on a commencé à visionner pendant des jours et des jours, il m'a dit, Astine, regarde ce que le patrimoine... Parce qu'il a connu les Aurès, il a vu les Aurès, on entend parler des Aurès, mais mettre tout ça sur la table, il m'a dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais il le disait sur ce même plateau, je suis devenu Aurésien grâce à Asdin Guerfi par adoption et par passion. Non, il était baptisé Aurésien. Ah non, c'est vrai ça. Oui. Il y a une cérémonie, on l'a fait pour 2 personnages. Alors Nawal Younsi, Madame Dahmani et Qais Jilali, parce que c'est des gens qui sont investis c'est-à-dire ce qu'ils ont apporté, eux, pour l'Aurès. Et puis, c'était les notables aurassiens qui leur ont fait une cérémonie. Et on peut trouver même la vidéo, parce qu'il y avait sa femme, sa fille, sa famille, et puis tout un cérémonial. Il a été baptisé Chaoui Qais, d'accord? Alors il a les papiers, il a la résidence, il a tout ce qu'il faut. Et vous l'avez entraîné vers d'autres aventures depuis la réalisation de cet ouvrage. Alors juste pour cette idée, pour continuer sur... Et Qais m'a interpellé, qu'est-ce qu'on peut faire pour ce patrimoine? Et l'idée a germé qu'il faut qu'on fasse une action, et c'est là où germait l'association. 6 mois après, on a créé l'association des Amis de Madrassen pour la préservation et la valorisation du patrimoine aurassien. Voilà. Et il m'a dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Voilà pour vous dire que le personnage est très profond. Il est multiple aussi. Multiple et profond. Il ne fait pas les choses, il ne fait pas des demi... alors, soit il y va, soit il n'y va pas. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai appris qu'avec Qais, si on prend un sujet, il faut, d'accord, on ne peut pas en faire plusieurs en 6 mois,
un an, il faut lui donner le temps pour faire sortir le meilleur. Et à partir du livre, je suis parti sur une expo. Les gens parlent très peu de cette expo, qui est Aurès, patrimoine, mémoire et résistance. Si on en a parlé à plusieurs reprises. Oui. Et cette expo, qui regroupe peut-être 800 photos, avec une soixantaine de panneaux. Et cette exposition également avec les enfants, on le disait avec lui. Oui, j'arrive sur ça aussi. Oui. Et l'expo, on l'a présentée à Batna, elle est venue à Alger, au Palais de la Culture, une expo magnifique. Et maintenant, elle voyage en Europe. On est parti avec, effectivement, dans les écoles d'architecture et du patrimoine à Murcie, et puis dans la grande école à Barcelone, la Salle, et elle est restée dans la plus grande librairie d'Europe, je dis bien d'Europe, de voyage, à Barcelone, durant 2 mois. D'accord. Et on a un livre de doléances, des livres de doléances, et les gens sont fascinés par ça. Comment venir voir ce patrimoine? Et c'est pour ça que je dis que Qaïs a apporté, c'est-à-dire une prévalue au patrimoine aurassien. Voilà. Et la même chose pour vos auteurs, il a défendu photographiquement vos alors auteurs. L'idée, c'est que on a invité un photographe italien, comme il s'appelle, Garzon, voilà. Dans une exposition, effectivement, c'est quelqu'un qui photographie beaucoup les auteurs depuis les années 70. Et on a entendu parler de cette exposition, et on a fait cette exposition au métro, qui est une super expo. Tout à fait. Et puis Qaïs était là. Et on a dit, pourquoi pas, regarde. Et là, c'est parti, 1 an avant, dire on va faire, pas la même expo, mais sur un autre angle, etc., sur les écrivains algériens. Et ça nous a pris 8 mois de boulot, partir en France, partir dans les villages, partir... Mais tellement beau. Hein, elle est magnifique, c'est une exposition magnifique. Elle était dans toutes les stations de métro, au format réel, c'est-à-dire... voilà, au format réel. Dernière question avant d'aborder les 10 dernières minutes avant la fin de cette aventure, je le rappelle, de Culture Club. Vous disiez dans la presse, le patrimoine bâti à Mazir est en totale désuétude. Le tombeau de Medrassen, c'est un tombeau qui vous habite depuis toujours. Hein. Désuétude, moi j'ai trouvé que c'était faible. Ah, tu m'excuses. C'est pire que désuétude. Regardez. Si tu prends je m'excuse, les Jeddar de Frenda, tu prends le Medrassen, tu prends énormément de pièces comme ça, de notre patrimoine, malheureusement. Vous savez, c'est tout le patrimoine amazigh d'une manière générale et à l'abandon. Je dis amazigh parce qu'effectivement, il y a les sites, les monuments funéraires les plus connus, mais il y a les sites oasiens du Roufi, d'Alcantara, de Wad el-Abyad, des qsours de Timimoun, du Touat aussi. Ouais. Mais ça, c'est un patrimoine amazigh. Mais c'est pas possible qu'on laisse disparaître. Sur lesquels a souvent travaillé Qaïs Djilali et Yasmine on ne peut pas laisser ce patrimoine. Moi, on lance un projet maintenant, ça fait une idée que je suis en train de lancer. Il y a une adhésion maintenant, ça commence à prendre son chemin. Après Constantine, capitale de la culture arabe, et Tlemcen, capitale de la culture islamique, il faut une année spéciale pour le patrimoine amazigh. Et il faut que l'État débloque des fonds. Il faut que des experts travaillent. Oui. Et maintenant, à mon avis, je lance un appel aux intellectuels, bien sûr aux amoureux du patrimoine, aux associations. Mais que devient ce projet pilote signé en 2012 avec l'Union européenne? Vous savez, c'est terrible, c'est un échec. Pour une fois, on avait tous les moyens. On avait l'expertise algérienne et internationale. On avait des fonds, on avait tout pour réussir, pour effectivement sauvegarder le Medrassen. Et malheureusement, la bureaucratie a bloqué ce projet et c'est tombé à l'eau. C'est un échec, malgré qu'il y a 2 ou 3 points positifs. Et on n'abandonne pas,
d'accord, il y a effectivement le scanner en 3D du monument, il y a aussi le sondage archéologique de l'équipe d'équipe d'archéologues qui sont pour savoir, pour revoir les fondations du Madrasen qui sont positifs aussi. Il y a eu aussi le périmètre, c'est-à-dire on a délimité le périmètre sur le Madrasen parce que c'est pas juste un monument, parce que aussi c'est un patrimoine naturel. Et Madrasen, on peut le voir à 12 km. C'est extraordinaire. On peut vous écouter pendant des heures. Il faut pas mettre des bâtiments. Alors, on a pu préserver ces espaces-là. Ouais. On a pu préserver ces espaces-là. Mais c'est pour ça que vous avez été l'initiateur du marathon de Madrasen, parce que vous êtes, vous aussi, dans cet éveil de conscience. Très rapidement, Mziane Farhani, avant d'aller vers Zindine Zbar. Non, ce que je voulais dire, c'est que, bon, pendant plus d'un siècle de colonisation, et c'est clair que le colonisateur a favorisé tout ce qui était patrimoine romain en s'assimilant à cette période et tout, et à cette civilisation. Et c'est vrai qu'on a un déficit énorme en patrimoine de cette période, c'est-à-dire le patrimoine amazigh ancien, le patrimoine aussi de la période post-avènement de l'islam, c'est-à-dire tous les royaumes berbères musulmans médiévaux, c'est complètement... Il y a beaucoup à faire. Je ne dis pas qu'il faut laisser, pas du tout, le patrimoine romain. Au contraire, on a un atout extraordinaire, aussi bien touristique. Mais maintenant, pour revenir à Qais, puisque tu as donné la parole, tu vas la donner à notre ami Zénou pour nous. J'aimerais quand même évoquer la qualité des relations de Qais. Et encore une fois, je ne le dis pas parce qu'il est décédé, que chez nous, on a tendance à dire du bien des décédés, même quand ils n'ont pas été très corrects avec les autres. On a tendance aussi à enjoliver les choses. Je vous assure que ce n'est pas ça. Mais pour moi, c'était un modèle aussi dans ses relations avec ses collègues, avec les autres photographes. Et on avait qui l'appelait. Justement, nous allions en parler. Mon appareil photo est tombé en panne, dépanne-moi. Vraiment, de ce point de vue, c'était un modèle. Et j'appelle tous nos artistes, nos écrivains, nos créateurs à prendre pour modèle un tel comportement. Parce qu'on assiste à des... C'est normal, humain, qu'il y ait de la concurrence, de l'émulation entre les créateurs. Mais pas tomber dans vraiment des relations parfois qui sont exécrables, vraiment honteuses même. Oui. Azine Yarfi, c'est vraiment le dernier mot. Juste un tout petit texte, je vais lire un petit texte sur le catalogue de l'expo qu'on a demandé à Rachid Mokhtari de faire sur Qaïssa. Qais Jilali ne prend pas des photos, ce sont elles qui le prennent, car ce n'est qu'après être rempli ce regard d'un bleu froid de paysage, d'un visage, d'un mouvement, d'une expression la plus subtile, celle même qui ne s'observe pas à l'œil nu. Ce n'est qu'au bout d'un voyage intérieur qui met en confiance l'être et les choses au mouvement dont il s'est longuement et assurément imprégné qu'il ose avec doigté faire oublier son appareil de photographe. Alors, dans une fraction de seconde, il saisit l'intime du cliché dans lequel la luminosité, l'angle, le cadrage, l'instantané d'une expression, d'une nuance, d'un paysage, d'un regard, d'un sourire, d'une inquiétude, d'une passion si fugitive, dans leur instant de vie, prennent une éternité d'humanité. Merci beaucoup. C'est bien écrit, c'est très bien écrit. Zinedine Zbar, bonsoir. Bonsoir. Dois-je rappeler également ce bel ouvrage qui nous emmène en voyage, Les phares d'Algérie, Vigie de la Koche Kasbah, édition des photos, bien sûr vos photos, avec des textes de Mohamed Belhissi. Vous nous parliez brièvement de votre première rencontre avec Qais Jilali. Qais, je l'ai connu très tardivement sur la place d'Alger, sur la place, je dirais entre guillemets, la place photographique. C'était lors de l'enterrement de son oncle, Abdelrahman Jilali. Et c'est là qu'on a commencé à
se connaître, à se voir, prendre une petite sortie, un café, etc. Et on parlait beaucoup de la vie photographique à Alger. Moi, je venais juste de Paris, je trouvais que c'était dur, je lui ai dit, mais comment vous faites pour placer vos images, etc. Il m'a dit, la seule solution que tu t'en sors, tu essaies de pénétrer l'édition. Voilà. C'est là où tu peux... C'est comme ça qu'elle vous a entraîné. Voilà, il m'a entraîné dans... Moi, j'étais trop presse, trop journalistique, trop... Vous faites partie de l'agence Gamma, il faut également le dire. Et j'étais correspondant de l'agence Gamma. Mais l'agence Gamma, il n'y a pas de matière ici à Alger. C'est pas une capitale. Alger, c'est pas une capitale qui a beaucoup de news, qui a beaucoup d'actualités. Et pour faire de l'actu, il faut des autorisations, ceci, cela. Quel est votre regard de photographe sur ces réalisations? Le photographe que vous êtes? D'abord, c'est un travail énorme, ce qu'il a fait sur les Aurès et sur Constantine, et sur Alger sous le ciel aussi. Dommage qu'il n'a pas eu beaucoup d'heures de survol, sinon il aurait fait un carnage en photo. C'est dommage qu'il a eu juste un petit vol. Moi, j'ai eu la chance de faire plusieurs. Y a-t-il une forme de résonance entre l'ouvrage de Qais Jilali et avec donc Halim Faïdi avec des textes de Nina Bouraoui et de Malek Alloula et l'ouvrage sur lequel vous travaillez en ce moment, Azdine Zbar, Alger entre ciel et terre? Qais, il a travaillé justement sur un travail très architectural, c'était une commande. Je pense que c'est la wilaya d'Alger qui a commandé avec M. Faïdi. Et moi, c'était beaucoup plus un ouvrage qui va être un ouvrage beaucoup plus montrer le patrimoine d'Alger. D'est en ouest. C'est votre déclaration d'amour à Alger, votre ville? C'est ma vie, oui. Votre ville ou votre vie? Parce que vous en parlez souvent avec Alger, une charge émotionnelle extraordinaire. Alger, c'est ma vie et c'est ma ville. Ouais. Les deux en même temps. Vous avez combien de photos, Zdine Zbar, sur Alger? Je cherche un éditeur pour éditer Alger d'en bas. Alger d'en bas. Ouais. Et donc l'ouvrage, j'imagine, sera entre nos mains à partir de la rentrée du mois de septembre, donc pour le Salon international du livre. J'espère qu'il se tiendra, ce salon, le Salon du livre à Alger, le Salon international. Rien n'est moins sûr. Non, il n'aura pas le Salon du livre. Il n'aura pas. Donc ça sera la primeur pour le Salon du livre. C'est trop tard. En tout cas, nous l'aurons avec un grand plaisir. Oui, oui. La pandémie a complètement tout chamboulé. Déjà que le monde du livre a traversé une période de turbulence extrêmement importante. Et j'imagine que cette pandémie-là, Salma Hallel et Azdine Gerfi a complètement a fait des ravages, je veux dire, hein, dans le secteur du livre. Je pense que c'est tout à fait catastrophique. Après, je pense que c'est à l'échelle du pays entier et pas uniquement... Et du monde aussi. Du monde, sauf que dans certains pays, il y a quand même des mesures assez immédiates d'urgence qui ont été proposées pour sauver certains secteurs. Dans notre cas, on attend encore un peu, mais il semble qu'il y ait quelques lueurs d'espoir. Enfin, on en parlait avec M. Gerfi, là, mais c'est terrible. Oui, c'est terrible. C'est terrible. C'est vraiment à la fin de l'émission, Azdine Gerfi, c'est le dernier mot. Vous non, c'est terrible parce que la pandémie, elle a commencé en février, juin, on est en juin. Et là, c'est un chiffre d'affaires extraordinaire pour les libraires et les éditeurs. Ouais. Parce qu'en plus des annales, ceux qui font le parascolaire, en plus des lauréats, parce qu'il y a des prix, et en plus des acquisitions des bibliothèques scolaires, universitaires et tout ça c'est tombé à l'eau. Et là, c'est 40% du chiffre d'affaires. Et en plus, c'est l'été. Alors pour nous, 3 mois de confinement et 3 mois. Alors 6 mois, 0 chiffre d'affaires. Alors là, c'est terrible. Alors, il y a une lueur d'espoir. Il y a un accord, normalement, on a entendu parler aujourd'hui, qui est un accord avec le ministère de la Culture et les 2 organisations des éditeurs, qui est un accord pour peut-être l'acquisition de livres pour les bibliothèques communales, enfin, qui sont sous la tutelle du ministère de la Culture, et aussi l'idée du chèque livre
qui va être remis aux élèves, qui va être cofinancé entre le ministère de l'Éducation et le ministère de la Culture. Mziane Farhani, le dernier mot vous revient. Il nous reste moins de 50 secondes avant la fin de l'émission. Bon, d'abord, Allah yarhamou, parce que Oui. c'est vraiment... C'est dur de le conjuguer au passé. Oui, mais il faut apprendre aussi à transformer les absences en présence. Moi, c'est ce que je dis toujours à ceux qui perdent quelqu'un. Moi, mon père est mort en 1983, mais je vous assure qu'à chaque fois que j'écris un article ou que je fais quelque chose qui a la moindre importance, j'ai l'impression qu'il est là devant moi à me dire Belak, fais gaffe. C'est vrai, je veux dire, les absents, on dit... Ils sont plus présents que jamais. Ils sont plus présents et on a perdu Nasser Medjkan, comme vous l'avez évoqué, qui était un grand photographe, un jeune photographe aussi moins connu, Firaz, mais qui avait une approche sympa, qui a fait un travail merveilleux sur l'infiniment petit. Donc c'est vrai que la photographie a perdu. Et puis il y a aussi Snoussi, le colonel, qui avait quand même lancé une dynamique culturelle et qui ne se limite pas au rail. Tout à fait, moi je lis, on dit le rail, c'est vrai, mais c'est lui qui a organisé en 87 la première rencontre internationale sur les nouvelles technologies de communication. Et... Sans oublier bien sûr le premier festival international de la jeunesse algérienne en 1985. Nous étions tellement jeunes et beaux. Mziane Farhani, merci beaucoup à vous tous d'avoir partagé cette dernière virée, je le rappelle, de l'émission Culture Club. Je tenais à vous dire une seule chose avant de nous quitter. Après 30 ans de pratique et d'expérience professionnelle que j'ai eu à partager avec vous, bien sûr, il s'est tissé entre vous et moi un lien invisible et pourtant indéfectible. Parce que bien avant que ces émissions ne soient des espaces de débat, ça a été une grande aventure humaine. Un grand merci de votre fidélité, de vos remarques, de vos apports à l'émission. Également un grand merci aussi à tous ces libertaires qui ont alimenté le grand curieux que je suis pendant 20 ans ici sur Canal Algérie. Un grand merci à toute l'équipe technique du studio 1 qui ont toujours travaillé d'arrache-pied, encore une fois, pour vous offrir le meilleur des sons et des images. Et puis un grand merci également à ce frère de son qui a partagé, mon compagnon de route, qui a partagé de grandes aventures avec moi et qui se trouve être Mohamed Boulis, encore une fois. Merci à vous de votre fidélité au grand curieux que je suis et que vous êtes également. Je souhaite d'excellentes vacances et vous dis bien sûr à très bientôt. Au revoir.